Claire avait 42 ans lorsque pour la première fois, elle osa mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu. Mais à l'époque, elle n'en avait que 19. Elle vivait encore à Lyon, dans l'appartement familial où les murs transpiraient de silence et de règles non dites. Issue d'une famille traditionnelle, elle avait grandi avec l'idée que le rôle d'une femme était de se marier, de s'occuper de son mari, de faire des enfants et de se montrer digne. Alors, quand Olivier est apparu dans sa vie, elle a cru qu'elle avait gagné au loto de l'amour. Il avait 24 ans, était ingénieur civil fraîchement diplômé, les cheveux châtains toujours coiffés avec soin, des yeux gris qui semblaient tout observer sans juger, et un calme impressionnant. Il parlait doucement, écoutait longuement, et la faisait rire avec ses anecdotes sur les ponts et les tunnels. Leur relation a commencé de manière simple, presque timide. Ils se retrouvaient au parc après les cours, partagèrent des cafés, discutaient littérature et avenir. Claire, rêveuse et romantique, se sentait unique à ses côtés. Avec lui, elle avait l'impression d'être spéciale, différente des autres filles. Ses parents l'ont immédiatement approuvé. Un homme sérieux, stable, poli, exactement ce qu'ils souhaitaient pour leur fille. À 22 ans, Claire portait une robe en dentelle ivoire et disait « oui » devant l'autel, les mains moites et le cœur plein d'espoir. Mais le conte de fées s'est transformé lentement, subtilement. Au début, c'était des remarques anodines. « Tu es sûre que cette jupe est appropriée ? Tu parles trop fort quand on est avec mes collègues. Tu devrais sourire moins. On pourrait croire que tu flirtes. » Claire, amoureuse et docile, pensait qu'il la protégeait, qu'il voulait l'aider à être une meilleure version d'elle-même. Elle changeait un peu pour lui, pour leur amour. Puis vint la première grossesse. Claire, comblée, pensait que fonder une famille renforcerait leur lien. Olivier semblait ravi, mais rapidement, il s'appropria tout. Le choix de la maternité, du prénom, des meubles pour la chambre du bébé. Il relisait même les messages qu'elle envoyait à ses amis, sous prétexte de protéger leur vie privée. Elle commença à s'effacer, lentement, sans bruit. Elle ne décidait plus rien sans son approbation. Et quand elle tentait, il la regardait avec ce sourire en coin, mi-amusé, mi-méprisant, qui disait « Tu ne comprends vraiment rien, hein ?» Claire doutait de tout, de ses choix, de son instinct, de sa valeur. Mais comme il n'y avait pas de cris, pas de coups, elle pensait que c'était normal, que c'était ça le mariage. La solitude s'infiltrait entre les murs de leur maison comme un courant d'air froid. Même entourée de ses enfants, Claire se sentait seule, vide, silencieuse. Elle se répétait chaque jour que c'était une mauvaise passe, que ça allait s'arranger, que c'était elle le problème. Mais au fond, une petite voix, presque imperceptible, commençait à lui murmurer « Et si ce n'était pas toi, le problème ?» Les mois passaient, et Claire s'efforçait de maintenir l'équilibre. Elle s'occupait des enfants, préparait les repas, tenait la maison comme une horloge bien huilée. Elle se répétait que c'était ça, le prix d'une famille stable, que tous les couples traversaient des moments de distance, de silence, de froideur. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose s'était brisé. Olivier n'était plus présent. Même physiquement là, il semblait absent. Il ne posait plus de questions, ne partageait plus rien. Les repas étaient en silencieux, les nuits encore plus, et quand elle tentait d'aborder le sujet, il soupirait. « Tu dramatises toujours tout, Claire ?» Elle proposa de reprendre ses études, de suivre une formation à distance, peut-être même de travailler à mi-temps. Il refusa catégoriquement. « Et qui s'occupera des enfants ? Tu crois que je gagne de l'argent pour que tu ailles t'amuser ?» Peu à peu, même ses amies s'éloignaient. Certaines disaient qu'elle n'était plus la même, qu'elle annulait toujours les rendez-vous. Mais c'est Olivier qui trouvait des excuses. Il voulait qu'elle reste à la maison. « Les autres femmes sont jalouses, disait-il. Elles t'envient. » Elle le croyait, encore. Elle voulait croire que s'il était dur, c'était parce qu'il était stressé. S'il était froid, c'était parce qu'il avait des responsabilités. Mais un jour, tout changea. Lors d'un anniversaire familial, alors qu'elle passait près du jardin, elle entendit son mari rire avec un de ses cousins. Elle ne voulait pas espionner,
mais leur voix était portée par le vent. « Claire, elle ne voit jamais rien. Elle croit encore que je l'aime comme au premier jour. » Un éclat de rire suivit, un rire qui la transperça. Elle sentit ses jambes fléchir, son cœur ralentir, ses mains devenir moites. Elle se força à sourire pendant le reste de la soirée, mais à l'intérieur, quelque chose venait de mourir. Les jours suivants, elle observa, elle analysa, elle se souvenait de toutes les fois où il l'avait fait passer pour instable devant sa famille. « Tu es trop sensible, Claire. Tu oublies tout, tu perds la tête. Tu as besoin de repos. » Elle réalisa qu'il semait des doutes sur sa santé mentale depuis des années. Même ses parents pensaient qu'elle exagérait. Elle se retrouvait seule. Mais cette solitude, désormais, avait une autre couleur. Elle était lucide. Les absences d'Olivier se firent de plus fréquentes. Il disait avoir des réunions, des visites de chantier à Bordeaux, à Marseille, à Lille. Il revenait tard, parfois même le lendemain. Et Claire ne disait rien. Elle voulait comprendre. Un après-midi, alors qu'il était censé être à Paris pour un colloque professionnel, elle engagea une baby-sitter et prit le train. Elle n'avait pas de plan, juste un pressentiment. Elle le trouva. Pas à Paris, mais dans une petite ville à 2 heures de chez eux. Il sortait d'un fleuriste, un bouquet de lys blanc à la main. Il souriait. Un sourire large, sincère, amoureux. Un sourire qu'elle n'avait plus vu depuis des années. Il entre dans un immeuble. Claire n'osa pas le suivre. Elle resta là, sur le trottoir, paralysée. Ce n'était pas un doute, ce n'était plus une intuition. C'était une vérité brute, froide, tranchante. Elle rentra chez elle sans dire un mot. Mais à partir de ce jour, plus rien ne serait comme avant. Claire vivait désormais dans un théâtre. Chaque jour, elle jouait le rôle de l'épouse attentive, de la mère aimante, de la femme équilibrée. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Elle dormait peu, mangeait moins, et son cœur était une boule de feu et de glace, mêlée de colère, de tristesse, de confusion. Olivier, lui, continuait sa mise en scène. Il rentrait à la maison comme si de rien n'était, parfois avec des fleurs, parfois avec des excuses. Il embrassait les enfants, plaisantait au dîner, posait des questions mécaniques. « Tu as passé une bonne journée ?» Claire répondait. « Oui, et toi ?» Mais elle savait. Il savait qu'elle savait. Et pourtant, le jeu continuait. Un soir, alors qu'il avait laissé son téléphone sur la table du salon, une notification apparut. Claire ne voulait pas être cette femme qui fouille, mais ses mains tremblaient. C'était un message court. « Merci pour ce week-end, mon amour. Je pense à toi. » Élodie. Élodie. Ce prénom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une inconnue. C'était une ancienne amie, une fille qu'elle avait connue à l'université. Elles avaient partagé des moments, des rires, des secrets. Puis, sans raison apparente, Élodie s'était éloignée. Claire se rappela alors d'un dîner, quelques années plus tôt. Olivier avait invité des collègues, et Élodie était là, par hasard. Elle se souvenait de ce regard échangé entre eux, ce frisson étrange qui lui avait traversé l'échine. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Aujourd'hui, tout s'éclairait. Elle voulut hurler, tout casser, mais elle ne dit rien. Pas encore. Les jours suivants, elle chercha des traces. Dans les livres du bureau d'Olivier, elle trouva une enveloppe. À l'intérieur, des lettres anciennes, écrites à la main, signées Élodie. Des mots d'amour, des projets, des souvenirs de moments partagés dans des hôtels, des villes, des instants volés. Claire sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit au sol, les mains tremblantes. Elle relut les lettres une par une. Certaines dataient de plus de 10 ans. 10 ans de mensonges. 10 ans où elle avait cru être unique dans le cœur de son mari. 10 ans où elle avait vécu une illusion. Elle ne pleura pas. Pas tout de suite. Ce qu'elle ressentait dépassait les larmes. C'était un vide immense, un gouffre. Elle aurait voulu disparaître. Elle pensa à partir, à tout quitter. Mais les enfants étaient encore petits. Et où irait-elle? Comment vivrait-elle? Avait-elle le droit de briser la famille? Le lendemain, elle se regarda dans le miroir.
Elle ne se reconnut pas. Ses yeux étaient ternes, sa peau pâle, ses lèvres sans couleur. Mais quelque chose brillait dans son regard. Une étincelle, une promesse silencieuse. Tu ne resteras pas prisonnière. Elle ouvrit un compte bancaire à son nom. Discrètement, elle reprit contact avec sa cousine Sophie, qui vivait à Lyon. Elle commença à mettre de côté quelques billets par-ci, par-là. Elle fit des recherches sur le droit de la famille, les procédures de divorce, les droits parentaux. Elle n'était pas encore prête, mais elle construisait une sortie, un tunnel, une lumière au bout, pour elle, pour ses enfants, pour sa dignité. Les jours passaient, et Claire jouait toujours le même rôle, mais elle se sentait usée, comme un vêtement trop lavé, dont les couleurs s'estompent. Le matin, elle se levait avec le cœur lourd, la gorge nouée. Elle préparait le petit déjeuner, déposait un baiser sur le front des enfants, puis s'enfermait dans la salle de bain, où elle laissait couler ses larmes sous la douche. Elle croyait être forte. Elle croyait pouvoir tenir jusqu'au bon moment. Mais son corps envoyait des signaux. Insomnie, migraine, vertige. Elle souriait à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Un après-midi, alors qu'elle pensait être seule, elle s'assit sur le sol de la salle de bain et pleura. Un sanglot profond, douloureux. Elle ne vit pas son fils aîné entrer. Il resta là sans bouger, puis dit d'une voix douce « Maman, tu es malade ?» Claire sentit son cœur se briser. Son enfant, son petit garçon, témoin de sa douleur. Elle le serra fort contre elle, et dans ce câlin silencieux, elle comprit. Elle ne pouvait plus faire semblant. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait se sauver. Pour elle, pour eux. Le lendemain, elle prit rendez-vous avec une psychologue. C'était une décision qu'elle reportait depuis longtemps. Olivier, lui, s'était toujours moqué de la thérapie. « Les psys, c'est pour les faibles », disait-il. Mais Claire n'avait plus peur d'être jugée. Elle avait besoin d'aide. La première séance fut douloureuse. Elle avait du mal à parler, à mettre des mots sur sa souffrance. Mais la professionnelle, bienveillante, lui tendit la main. Ensemble, elles commencèrent à reconstruire. Chaque rendez-vous était une bouffée d'air. Claire réalisait qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'exagérait pas, qu'elle avait été manipulée, humiliée, trahie. Olivier, sentant que quelque chose changeait, réagit. Il devint plus critique, plus dur. Il la rabaissait devant les enfants, lui reprochait tout, un plat trop salé, une facture oubliée, un regard distrait. Il insinuait qu'elle ne valait rien, qu'elle n'était qu'une femme ingrate, qu'il avait tout sacrifié pour elle. Mais Claire ne se laissait plus atteindre. Elle avait compris le mécanisme. Elle voyait clair à travers ses mots. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Et elle ne voulait plus vivre sous l'emprise de quelqu'un. Un samedi matin, elle se regarda dans le miroir et vit une femme différente. Fatiguée, oui, mais déterminée. Elle prit rendez-vous chez le coiffeur, se coupa les cheveux, acheta une robe qu'elle n'aurait jamais osé porter avant. Puis elle sortit seule, marcha dans le parc, respira l'air frais. Elle avait l'impression de renaître. Les enfants remarquaient le changement. Sa fille lui dit un jour « Tu es jolie, maman, quand tu souris comme ça. » Et ce sourire, justement, Olivier ne le supportait plus. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il tente alors une autre stratégie. Il redevint doux. Il pleurait. Il disait qu'il l'aimait, qu'il avait peur de la perdre, qu'il allait changer. Il promettait, jurait, suppliait. Mais Claire n'écoutait plus avec le cœur. Elle écoutait avec la mémoire. Elle se rappelait les nuits froides, les mensonges, les humiliations. Elle ne détestait pas Olivier, mais elle ne l'aimait plus. Elle ne croyait plus en lui. Ce qu'elle ressentait maintenant, c'était de la pitié et un immense soulagement. Elle n'avait pas encore annoncé sa décision, mais elle savait. Le chemin du retour n'existait plus. Elle avait trouvé sa voie, sa force, et plus personne ne la ferait taire. Claire avait préparé son discours 1000 fois dans sa tête. Elle savait que le moment viendrait. Et ce jour-là, alors que les enfants jouaient chez leur cousin, elle s'assit face à Olivier, les mains tremblantes, mais le regard fixe. « Je veux divorcer », dit-elle simplement. Le silence qui suivit fut glacial. Puis, comme elle s'y attendait,
La tempête éclata. Olivier se leva d'un bond, hurla, frappa la table. Il l'accuse de tout, d'être instable, égoïste, influencé par des amies jalouses. Il menaça de prendre les enfants, de lui couper les vivres, de la ruiner. Mais Claire ne céda pas. Elle avait peur, oui. Mais elle avait aussi appris à reconnaître les manipulations. Chaque mot qu'il prononçait confirmait sa décision. Elle était sur le bon chemin. Les semaines suivantes furent un enfer. Olivier refusait de quitter la maison. Il devenait agressif, insupportable. Il disait aux enfants que leur mère les abandonnait, qu'elle ne les aimait plus. Claire tentait de les protéger, de leur expliquer doucement. Elle ne voulait pas qu'ils détestent leur père. Elle voulait seulement la paix. Finalement, elle trouva un petit appartement, modeste mais lumineux. Elle acheta quelques meubles d'occasion, installa des rideaux aux couleurs douces, accrocha des dessins de ses enfants au mur. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle. Un espace sans cri, sans peur. Les premières nuits furent étranges. Elle se réveillait en sursaut, croyant entendre la voix d'Olivier. Mais peu à peu, le silence devint réconfortant. Elle redécouvrit le plaisir de lire un livre, d'écouter de la musique, de prendre un bain sans craindre une intrusion. Les enfants s'adaptèrent. Ils posaient des questions, bien sûr. Mais ils sentaient que leur mère allait mieux. Claire prenait le temps de les écouter, de rire avec eux. Elle leur préparait des petits déjeuners joyeux, le week-end, les emmenait au parc, leur racontait des histoires avant de dormir. La psychologue l'aidait à reconstruire son estime de soi. Claire apprenait à s'aimer, à se pardonner d'avoir accepté si longtemps l'inacceptable, à se voir non pas comme une victime, mais comme une survivante. Olivier, de son côté, oscillait entre colère et supplication. Il envoyait des messages, écrivait des lettres, attendait devant l'école des enfants. Mais Claire ne répondait plus. Elle avait coupé les chaînes. Elle n'était plus la femme docile et silencieuse. Elle était devenue sa propre alliée. Un jour, en marchant dans la rue, elle croisa son reflet dans une vitrine. Elle s'arrêta. Elle vit une femme fatiguée, oui, mais aussi une femme debout, libre, digne. Et elle sourit. Ce sourire-là, c'était sa victoire. Elle savait que tout ne serait pas facile. Il y aurait encore des larmes, des doutes, des nuits de solitude. Mais elle n'était plus seule. Elle était avec elle-même. Et c'était déjà énorme. Il existe des blessures qui ne se voient pas, des silences qui crient, des femmes qui chaque jour trouvent le courage de se relever. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Blessé, Histoire de divorce, et laissez un like pour soutenir toutes celles qui se battent en silence.